Bien, merci Gilles, merci à tous pour votre accueil et bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien au fond, sinon vous pouvez vous manifester et j'essaierai de parler plus fort ou de rapprocher le micro parce que parfois on a tendance à éloigner le micro sans faire exprès. Alors, Gilles a dit que j'avais préparé la présentation dans le plus grand secret, mais il y en a qui savent que ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils m'ont vu en fin d'après-midi en train de finaliser quelques bricoles sur la présentation, mais ils n'ont pratiquement rien vu quand même. Alors, est-ce que c'est un secret? Alors, je vais vous parler de mystères en effet, mais j'espère que vous ne serez pas frustrés parce que la solution au mystère de la vie, je ne vais pas vous la donner ce soir, j'attends la semaine prochaine. Non, en fait, c'est simplement parce que je ne la connais pas moi non plus et il y a des mystères que nous ne connaissons pas. Donc le but de cette présentation, c'est pas de vous faire croire qu'il y a des mystères que l'on connaît, mais c'est surtout de vous parler comment on fait de la recherche sur ces mystères et qu'est-ce qu'on a réussi à découvrir par la science, en particulier par l'astronomie, la physique, l'astrophysique, qu'est-ce qu'on a réussi à comprendre de l'univers que l'on ne comprenait pas, ne serait-ce que 100 ans en arrière. Alors, j'espère que tout le monde voit bien. Alors, on avait parlé d'éteindre les lumières du parking. Alors, si quelqu'un de la salle peut peut-être s'en occuper, ça permettra d'avoir un meilleur contraste. Vous me verrez moins, je vous verrai moins, mais ce n'est pas le plus important pour l'instant. Alors, le but donc, de cette présentation, c'est de parler de la quête des origines. Ce n'est pas moi qui ai choisi le sujet, c'est le sujet tel qu'il était proposé par l'Association française d'astronomie, pour ceux qui ont vu leur site web. L'année dernière, ils avaient proposé le thème de poussière céleste, et j'avais aussi parlé du thème de poussière céleste. Et aujourd'hui, ce thème de la quête des origines, si on veut parler d'origine de la vie, il y a malgré tout un lien avec les fameuses poussières cosmiques qui aussi constituent le matériel vivant. Alors, j'aimerais bien faire un petit sondage et que ceux qui étaient là l'année dernière, ici même pour la nuit des étoiles, qui puissent lever la main. Est-ce que parmi vous, il y en avait beaucoup qui étaient là? Il y en a quelques-uns, d'accord. Alors, deuxième question, est-ce que vous vous rappelez de tout ce dont j'ai parlé et est-ce que je peux vous poser une interrogation écrite maintenant ou pas spécialement? Alors, ne vous inquiétez pas, je ferai quelques rappels et c'est quand même aussi pour ceux qui étaient là quelque chose malgré tout de différent. Ah, je vais dans le mauvais sens. Là, je suis dans le bon sens, oui. Que signifie le mot origine? Alors, je pense que tout le monde a fait du latin à l'école, ou peut-être pas. Ça vient du mot origo en latin, ça signifie le commencement, ou la première apparition, la première manifestation de quelque chose, la définition du Larousse. Et comme exemple, on dit les théories sur l'origine de la vie. Alors, qu'est-ce que le commencement? Mais de quel commencement on parle? Est-ce que c'est le commencement de mon repas? Bon, ça c'est facile à définir, je me mets à table, je commence à manger. Mais là, ce soir, on parle de commencement de l'univers. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on a le droit de parler de commencement de l'univers? Dans le sens, est-ce qu'on le connaît aussi? On peut parler de commencement de la Terre, la création de la Terre. La Terre n'existait pas il y a 4,5 milliards d'années. Est-ce qu'on peut parler d'origine de la vie, de commencement de la vie? Qu'est-ce que la vie? Donc ce sont des questions, tout ça qui étaient des questions seulement théologiques pendant des siècles et pendant des millénaires. Tout le monde connaît, je pense, le premier verset de la Bible qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », qui a été écrit il y a entre 2 et 3 000 ans au moins. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces questions qui étaient inaccessibles à la science commencent à être accessibles à la science? Jusqu'au début du XXe siècle, il y a ne serait-ce que 100 ans, on parlait d'un univers en quelque sorte stationnaire qui n'avait ni commencement et qui n'aurait ni fin. On se disait, l'univers, il est là, il existe, les étoiles, les planètes, elles ont toujours existé, elles existeront toujours. Ça semblait être acquis. Mais maintenant, 100 ans plus tard, au début du XXIe siècle, eh bien, on se rend compte que notre conception de l'univers, de la Terre, de la vie est complètement différente.
on sait que l'univers n'a pas toujours été tel qu'il est, que la Terre n'existait pas avant, ni même le Soleil. Alors voilà un petit graphique, je ne sais pas si vous arrivez à tout lire de loin. J'ai essayé de résumer un peu l'essentiel que j'avais à communiquer aujourd'hui. Le Big Bang, qui nous parle du commencement de l'univers. Qu'est-ce que le Big Bang? Alors, quand on dit c'est l'instant zéro, quand tout a commencé, c'est quand même une simplification, parce qu'on ne peut pas définir l'instant zéro. La physique n'est pas capable de décrire cet instant-là, puisqu'il s'agirait de ce qu'on appelle une singularité en physique et en mathématiques, c'est-à-dire que l'univers aurait été concentré en un point de masse, d'énergie d'abord, et de densité infinie. C'est quelque chose d'impossible à représenter par la physique. Mais lorsqu'on observe l'univers, les galaxies, j'y reviendrai, les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, eh bien on se rend compte qu'il semble qu'il y a environ 14 milliards d'années, l'univers était concentré en quelque chose d'extrêmement dense, petit et chaud. C'est la théorie du Big Bang, d'où sont issus l'espace, le temps, l'énergie et la matière. Alors, on peut contester le Big Bang, on peut discuter de certains aspects de la théorie, mais c'est malgré tout la théorie qui est admise assez universellement pour décrire la fameuse origine de l'univers, même si ce fameux instant zéro nous échappe. Ensuite, on connaît très bien les lois de la physique, comme en particulier la loi de la gravitation, la théorie de la lumière, et on arrive à expliquer le mécanisme qui fait que cette matière initiale a pu former des nébuleuses, des étoiles, des planètes et des galaxies, chose que vous verrez ce soir au travers des jumelles et des télescopes, on vous en reparlera tout à l'heure. Ensuite, sous l'effet de lois de la physique et de la chimie, il y a eu des réactions chimiques qui ont formé des particules prébiotiques, du moins sur Terre, qui ont été les briques fondamentales de la vie. Mais là, j'ai remis un point d'interrogation parce que c'est quand même assez difficile à parler de cette transition. Comment la matière non vivante a donné naissance à du vivant? Est-ce que c'est la matière elle-même ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui nous reste à découvrir? De toute manière, il est clair et aucun scientifique ne vous dira qu'on a réussi à comprendre ce mécanisme. On n'a jamais réussi à fabriquer une seule cellule vivante. On a réussi à synthétiser des acides aminés, des briques fondamentales, mais ça reste de la matière non vivante. Ensuite, on se pose la question d'où viennent ces fameuses lois de la nature, les constantes fondamentales de la physique, les conditions initiales de la création de l'univers, d'où ça vient tout ça, et pourquoi tout est si finement ajusté. Par exemple, il y a 4 forces fondamentales dont les intensités sont finement ajustées. La proportion de l'intensité de la force gravitationnelle comparée à la force qui lie les noyaux d'atomes entre eux, par exemple, la force nucléaire forte, eh bien, si on changeait la proportion, eh bien, la gravité est très faible. Si elle était plus forte, on n'aurait pas réussi à avoir les planètes telles qu'on les connaît, les étoiles et les galaxies dans notre univers. Alors, je reviens un peu en arrière pour vous parler donc ce qui se passait en 1920. Donc, les plus anciens parmi nous se souviennent peut-être à cette époque du grand débat qu'il y avait entre d'un côté Curtis et Slipher, de l'autre côté Shapley, qui, je me suis trompé de bouton. Oui, j'ai acheté un nouveau pointeur et je ne maîtrise pas encore. On se posait la question, qu'est-ce que notre galaxie? Quelle est sa place dans l'univers par rapport aux autres galaxies? Parce que bien sûr, les télescopes étaient assez puissants pour que l'on observe la nuit des taches floues, comme vous les verrez ce soir. Mais la grande question, c'est est-ce que ces taches floues sont des ensembles de milliards d'étoiles comme notre propre système d'étoiles qui est la galaxie, qu'on appelle aussi la Voie lactée. Donc ça, c'était la vision que vous voyez à droite, à gauche de Curtis,
Ou est-ce qu'au contraire, ces nébuleuses étaient beaucoup plus proches de nous, donc étaient plus petites, et en fait, elles étaient des ensembles d'un petit nombre d'étoiles ou bien des nébuleuses. Alors c'était le grand débat de l'époque. Vous voyez, à peine 100 ans, on n'avait pas encore la vision de l'univers aussi grand que ce qu'on arrive à concevoir aujourd'hui. Et durant le premier tiers du XXe siècle, il y avait ces personnages, Edwin Hubble, Alexander Friedman, Georges Lemaître et Albert Einstein. Alors vous en avez entendu parler, certains connaissent les quatre, hein, pas personnellement, mais vous en avez entendu parler, d'autres au moins ont entendu parler d'Einstein, j'imagine, et peut-être d'autres d'Edwin Hubble, de Georges Lemaître. Alexandre Friedman, on en parle peut-être moins, mais lui a découvert avant Lemaître, grâce aux équations d'Einstein de la relativité générale, il a réussi à comprendre que l'univers devait être en expansion, tout simplement en résolvant des équations physiques que même celui qui les avait produites n'avait pas saisi cette implication-là d'un univers en expansion, même s'il avait découvert la théorie qui permettait de l'expliquer. Edwin Hubble, le fameux astronome américain qui a donné son nom au fameux télescope spatial Hubble, parce que Hubble, Edwin, il a fait un travail remarquable d'observation. C'est lui qui s'est rendu compte, justement, que ceux qui pensaient que les nébuleuses qu'on soupçonnait être des galaxies étaient vraiment des galaxies et bien loin de la nôtre. Donc il a réussi, je reviens un peu en arrière en appuyant sur le bon bouton, il a réussi à montrer que c'était la vision de Curtis et de Slipher qui était correcte. Ensuite, il a aussi découvert que les galaxies s'éloignaient d'autant plus rapidement qu'elles étaient loin de nous. Alors, on n'a pas pensé le mettre sur le programme, sur les affiches, mais on aurait dû vous demander de tous venir avec un ballon de baudruche et des feutres ce soir. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et on vous aurait pu vous demander, vous pouvez le faire chez vous, de prendre un feutre et de tracer 3 points. Alors les points, un point va représenter notre galaxie, un autre point que vous allez mettre à 2 cm sur le ballon, une autre galaxie, et un autre point que vous mettez à 5 cm, un peu plus loin, ce sera une troisième galaxie, et vous gonflez le ballon, et vous vous rendez compte que le ballon étant en expansion, les galaxies, elles sont déjà dessinées, elles ne vont pas s'éloigner par leur propre vitesse, mais par le fait que le ballon va se gonfler, vous allez voir que la galaxie, le point le plus loin du point qui représente notre galaxie, s'éloignera plus vite. Et c'est ce qui est représenté. Alors s'il y en a qui se souviennent de leur cours de physique au collège et au lycée sur les vecteurs et la représentation de la vitesse, vous voyez que plus on est loin, plus la vitesse est grande, c'est pour ça qu'on représente les flèches de plus en plus grandes, plus on est loin de notre galaxie. Alors Hubble a mesuré ces vitesses et il s'est donc rendu compte que l'univers devait être en expansion et que si on passait le film à l'envers, on renverse le temps, eh bien, c'est que toute la matière devait être concentrée en quelque chose de très petit. Enfin, c'est pas Hubble. Hubble, c'était un observateur. C'est surtout les conclusions ensuite de Georges Lemaître qui ont amené à cette fameuse théorie du Big Bang, qui est ici. C'est une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube de l'Esprit Sorcier, de la série L'Esprit Sorcier. Voici le Big Bang qui est représenté. Alors, c'est purement une illustration, parce que comment ça s'est produit, c'est difficile à dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je le mentionnais au début, vous avez un univers extrêmement dense, extrêmement chaud. Vous voyez sa température en degrés. Alors, j'aimerais avoir la même valeur en euros. Voilà, je pense vous aussi, probablement. Et à ce moment-là, l'univers, à partir de l'énergie initiale, se sont formés les atomes, les quarks, et les photons, qui sont des particules de lumière. Donc, l'univers, c'était une soupe, on utilise souvent le terme de soupe, non pas de légumes,
mais soupe de particules. Vous voyez, les atomes n'étaient même pas formés, vous ne pouvez pas parler d'hydrogène, vraiment, vous ne pouvez pas parler d'hélium, de carbone, non, il n'y a qu'une soupe de particules, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas de planètes, il n'y a personne capable de faire une conférence, donc voilà, on est à 13,8 milliards d'années avant l'époque actuelle. Alors ensuite, l'univers se refroidit, mais il se refroidit tout en ayant une température où il vaut mieux éviter de mettre les doigts, qui reste assez chaude. On a des protons et des neutrons qui sont des particules se formant des particules fondamentales que sont les quarks. Alors là, proton, neutron, ça vous est peut-être un peu plus familier. Un neutron tout seul, c'est tout simplement un noyau d'atomes d'hydrogène, donc qui est un des constituants de la molécule d'eau. Là, ça commence à nous parler. Ensuite, le temps s'écoule, on arrive à peine en dessous du milliard de degrés, et on a les noyaux d'hydrogène, différents types d'hydrogène qui se forment. Pardon, je vais dans le mauvais sens. On a de l'hélium et du lithium, des éléments dont on a entendu parler. C'est ce qu'on appelle tout ça la nucléosynthèse primordiale. Alors nucléosynthèse, ça veut dire synthèse des noyaux, production des noyaux primordiale aux premiers instants de l'univers. Alors ce que je vous parle, ce que je vous raconte là, tout ça s'est produit dans les 3 premières minutes environ de l'univers. Alors, hydrogène, hélium, lithium subsistent. Et pendant des millions d'années, ce sera les seuls éléments chimiques présents dans l'univers. Maintenant, on va faire un petit bond. On ne va pas encore repasser les millions d'années, mais on va revoir l'univers, à quoi il ressemblait quand il avait à peu près 380 000 ans. Parce que pendant 380 000 ans, voilà ce qu'on pouvait voir de l'univers. Alors vous comprenez que j'ai mis beaucoup de temps pour préparer cette diapo. Vous voyez là, alors les plis que vous voyez, c'est les plis de l'écran, c'est pas de la représentation. Tout ça pour vous dire que l'univers était complètement opaque. On ne voyait rien, la lumière ne pouvait pas parcourir de grandes distances. Tout simplement, les particules de lumière, chaque fois qu'elles étaient émises, elles étaient à nouveau réabsorbées par toutes ces particules que sont les noyaux, des éléments chimiques et les électrons. Il a fallu attendre que l'univers se refroidisse suffisamment, il avait seulement 3000 degrés environ à cette époque, pour que la première lumière de l'univers nous parvienne. Ça a été découvert en 1965 par Penzias et Wilson, qui ont eu le prix Nobel pour cette découverte. Et, comme ça arrive souvent en physique, ils n'ont pas fait exprès de faire cette découverte. Ils ne cherchaient pas à connaître forcément, ils ne pensaient pas qu'ils détecteraient ça, ils utilisaient des antennes radio, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un bruit de fond résiduel. Ce bruit de fond venait de toutes les directions, et ils ont fait toutes les hypothèses possibles jusqu'à vérifier s'il n'y avait pas des crottes de pigeons qui faisaient interférence sur les antennes radio. Et finalement, ils ont pu comprendre qu'il s'agissait d'un rayonnement radio résiduel témoignant du fait que l'univers était très chaud quand il était très jeune. Alors, il y a à peu près 10 ans, on a réussi à avoir une image un peu plus précise et à se rendre compte qu'il y a des fluctuations de température. Alors, la température était d'environ de 3000 degrés, mais avec le vieillissement dû au parcours de cette énergie, de ce rayonnement, il nous est arrivé à peu près à moins 270 degrés Celsius, avec des écarts extrêmement faibles de température entre le bleu et le rouge. C'est représenté sur cette carte du ciel ici. Alors l'explication, l'univers est devenu transparent, la lumière a pu nous parvenir jusqu'à nous, tout simplement parce que la lumière a pu circuler entre les atomes. Les électrons se sont associés au noyau des atomes, c'est ce qu'on appelle la recombinaison, et on a pu donc avoir un univers transparent. Mais l'univers, l'expansion de l'univers a continué
jusqu'au moment où on arrive au fameux âge sombre. Alors, encore une fois, vous voyez que c'est une diapo qui m'a pris beaucoup de temps pour la préparer. Oui, les âges sombres, on ne voit rien, tout simplement parce que l'univers étant un peu plus froid, il n'y a pas de rayonnement thermique et aucune étoile n'était formée. Et vous savez que la lumière, elle nous vient des étoiles dans l'univers. Donc, on n'a rien vu pendant des millions d'années. On pense que les premières étoiles ont commencé à s'allumer quand l'univers avait peut-être 200 millions d'années. Il y avait des nuages gazeux, des particules qui s'étaient rassemblées, qui s'étaient associées sous l'effet de la gravité, formant des nuages de gaz qui n'émettaient pas de lumière, donc jusqu'à environ 200 millions d'années après le Big Bang. On va parler un peu de formation d'étoiles. Ces étoiles se sont formées à partir de nébuleuses comme certaines que vous verrez peut-être ce soir, en particulier dans le Sagittaire. On a prévu de vous montrer M17 dans notre liste. Vous verrez des nuages gazeux. Ça apparaîtra comme une petite tache floue au télescope. Vous ne verrez pas ces couleurs magnifiques, mais lorsqu'on fait des poses photos, bon là ça a été fait avec un télescope quand même qui est un peu particulier, c'est le télescope spatial Hubble, donc l'image est formidable. On appelle cette région de la nébuleuse de l'Aigle, on l'appelle les piliers de la création. Vous voyez, il y a des zones de ces nuages où il y a des surdensités, on dirait qu'il y a des grumeaux, et en fait ce sont des régions où la matière s'accrétant, s'effondrant sur elle-même, des zones qui se réchauffent, de manière à ce que les étoiles puissent naître, parce que les réactions de fusion nucléaire ont pu s'allumer. Donc, comment on sait comment se forment les étoiles et les systèmes planétaires? Comment on peut en parler? C'est tout simplement parce qu'on observe d'autres systèmes en train de se former. Si par exemple, je veux parler de comment un enfant grandit, je ne vais pas regarder un enfant quand il vient de naître et attendre 20 ans pour voir comment il grandit. C'est une possibilité. Mais je peux aussi vous regarder à tous dans la salle et voir qu'il y a des individus de tous les âges et qu'il y en a qui sont plus petits, d'autres qui sont plus grands. Et en vous comparant tous, je peux imaginer comment un enfant grandit pour devenir adulte. Eh bien, on fait la même chose en astronomie. On regarde en comparant à différentes époques. Alors, la formation d'une étoile, un gaz. Alors, je vous ai parlé de gaz, mais quand on parle des étoiles qui se sont produites plus tard dans l'histoire de l'univers, il y a aussi des poussières. Donc il y a des éléments chimiques plus lourds que les fameux hydrogène et hélium, qui sont les constituants de base d'une étoile. Ce nuage de gaz s'effondre sur lui-même sous l'effet de la gravité et lorsqu'on comprime du gaz, vous l'avez remarqué lorsque vous gonflez un ballon ou une roue de vélo et que la pression augmente, ça commence à chauffer, vous sentez que la pompe devient assez chaude. Bien, c'est la même chose. Le gaz qui s'effondre sur lui-même, ça chauffe et à un moment donné, lorsque la température de 10 millions de degrés est atteinte, eh bien, il y a des processus, des réactions de fusion d'hydrogène en hélium qui se produisent, et ainsi une étoile est née. Et il reste un peu de poussière. Ces grumeaux de poussière vont aussi se rassembler sous l'effet de gravité, de collision. Ce disque étant en rotation, donc on a déjà des planétésimaux, des protoplanètes qui sont en train de se former et qui vont capter le gaz qui les entoure et la matière environnante et former ainsi les planètes tournant autour d'une étoile. Donc, là, vous avez la fameuse nébuleuse d'Orion que vous pourrez voir cette nuit à partir de 5 heures du matin. Et c'est une constellation magnifique. Si vous revenez en hiver, vous la verrez le soir, bien sûr. On a l'habitude de l'observer ici. C'est un grand nuage d'hydrogène, d'hélium, qui s'étend sur des dizaines d'années-lumière. Et
au sein de cette nébuleuse, on peut observer des étoiles jeunes et même des disques protoplanétaires, des systèmes de planètes en train de se former autour de certaines étoiles. Alors voilà, je vous en parlais, je ne pensais plus que j'avais une diapo justement où on voit ces disques protoplanétaires. On voit que les étoiles sont entourées de poussière encore d'où devront naître ou sont en train de naître des planètes. Une image aussi assez exceptionnelle que vous voyez, ce ne sont pas des vraies couleurs, c'est une image en ondes de radio, donc on a dû coder le signal pour que ce soit visible avec nos yeux. Et on voit justement ces fameux disques de poussière entourant une étoile en formation, l'étoile HL du Taureau. Et on se rend compte qu'il y a des zones où la matière a déjà été probablement récupérée par une planète en train d'orbiter autour de cette étoile. Les premières galaxies. Alors ceux qui suivent l'actualité astronomique ont probablement entendu parler du télescope James Webb, ce fameux télescope qui fait plus de 6 mètres de diamètre, situé à plus d'1 million de kilomètres de la Terre, 1,5 million je crois, un des points de Lagrange, qui observe dans l'infrarouge et qui est capable de voir les galaxies très très lointaines, certaines, comme celle qui est représentée ici, on la voit telle qu'elle était quand l'univers avait environ 300 millions d'années seulement, même un peu moins. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous voyez une image où chaque point est une galaxie. C'est-à-dire que chaque point, vous pouvez y voir des milliards, des centaines de milliards d'étoiles, à part quelques exceptions. Ici, vous avez une étoile, mais toutes les autres sont des galaxies. Alors, on reconnaît que c'est une image du télescope James Webb et non Hubble, parce que l'on voit les aigrettes, il y a 6 barres qui soutiennent le miroir, alors que Hubble, c'est simplement une croix, où il y a 4 aigrettes seulement. Alors voilà quelques photos de différentes galaxies. Alors ce soir, on vous proposera d'observer au télescope et aux jumelles surtout. Michel a prévu de vous les montrer avec ses jumelles, la fameuse galaxie d'Andromède, dont vous verrez que le centre facilement, parce qu'il est très lumineux, mais avec des longues pauses, avec des photos, on arrive un peu à voir les bras spiraux, et surtout quand on est dans un ciel loin des lumières de la ville. Donc la fameuse galaxie d'Andromède, donc je laisserai mes collègues vous en parler. La fameuse galaxie des chiens de chasse, M51, 2 galaxies en interaction avec du gaz qui est absorbé par la plus grande galaxie, qui, par effet de marée, est en train de voler, d'aspirer, on va dire, le gaz de la plus petite des galaxies. Alors, vous avez ici, j'étais en train de vous dire, vous voyez qu'elles sont orientées différemment. Cette galaxie-là et cette galaxie-là, elles sont peut-être pas très différentes l'une de l'autre. Simplement, on en voit une de face et l'autre par la tranche. Et Andromède, c'est un peu un compromis entre les deux. Alors là, je vais vous proposer une vidéo. Quand je l'ai intégrée dans le diaporama, comme elle faisait 500 mégas, eh bien, j'avais tout qui plantait. Et depuis hier, j'ai eu quelques soucis. Alors, je l'ai enlevée du diaporama et je vais vous la passer manuellement. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, elle est intéressante aussi. C'est quoi ces filaments? Ce sont des galaxies. Les galaxies semblent être regroupées sur des très grandes distances. Elles forment des filaments de matière entourés de grands vides qui sont représentés en noir ou en bleu où il n'y a presque rien, peut-être un peu de gaz. Et là on fait un zoom. Alors, je crois que c'est le centre de l'amas de la Vierge. On se rend compte qu'il y a des zones dans l'univers où les galaxies sont beaucoup plus regroupées. Donc là, vous voyez, si ça ne vous parle pas trop, 15,6 mégas par sec, ça veut dire à peu près près de 50 millions d'années-lumière en fait. Donc c'est des grandes distances et on se rend compte là, c'est quelque chose qui nous est un peu plus familier, les cartes de l'univers. On voit notre galaxie ou certaines galaxies, voilà. On ne voit pas les structures en filaments. Par contre, lorsqu'on regarde des grandes distances dans l'univers, eh bien, on se rend vraiment compte que l'univers est structuré à grande échelle et
quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez, vous avez l'impression que ça a à peu près le même aspect. Voilà maintenant une représentation de notre galaxie. Donc tout à l'heure, on a vu des photos de 9 galaxies. Alors comment faire une photo de notre galaxie? Alors on peut demander la question à notre ami Philippe qui prend les photos de la soirée, de la journée. Comment il peut prendre des photos aujourd'hui de nous, là, dans la soirée, mais en fait, il faudrait qu'il parte faire un voyage de plusieurs millions d'années pour s'éloigner de notre galaxie. Alors bien sûr, on n'a pas de photo de notre galaxie puisqu'on est à l'intérieur, mais on a une représentation, une reconstitution à partir d'observations de mouvements des étoiles. On sait où se répartissent les étoiles, les nuages, la masse. Donc voilà comment semble être notre galaxie. Nous, on se trouve à peu près ici, une spirale dite barrée, un diamètre d'environ 100 000 à 120 000 années-lumière, pour une épaisseur de seulement à peu près 1 millier d'années-lumière pour le disque. On pense que notre galaxie a à peu près 10 milliards d'années d'existence, sachant que les plus vieilles étoiles sont nées peut-être que quelques millions d'années après le Big Bang, et que le disque, lui, s'est constitué un peu plus récemment, il y a un peu moins peut-être 7 ou 8 milliards d'années au pire. On n'est pas capable de donner plus de précision, bien sûr. Donc voilà où on se trouve. Donc c'est en anglais, le Sun, c'est le Soleil. Et là, vous voyez le nom de certains amas d'étoiles ou de nébuleuses que vous connaissez, les Pléiades, la nébuleuse d'Orion. Nous sommes sur un petit bras de la galaxie qui s'appelle le bras d'Orion. Donc on arrive à voir, et ça date de même pas 10 ans, il me semble, on arrive à avoir une représentation de notre galaxie alors qu'on y est à l'intérieur. Un ensemble de 100 à 200 milliards d'étoiles. Alors je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a parlé du Big Bang, qui a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années. Ensuite, il y a eu, après la formation des premiers noyaux d'atomes, il y a eu la période donc, de la recombinaison, l'univers est devenu transparent, mais ça ne nous a pas avancé, ça nous a aidé à comprendre plein de choses sur la théorie du Big Bang, mais après, on ne voyait plus rien, c'était les âges sombres. Puis il y a eu la formation des premières étoiles qui se sont rapidement associées en galaxies. Et ensuite, l'univers évoluant, les galaxies aussi changeaient d'aspect, jusqu'à l'univers aujourd'hui. Des galaxies peuvent être en interaction, se former, se changer d'aspect, etc. Et maintenant, dans notre système solaire, on va revenir à ce qui nous concerne, nous, de plus près. Que s'est-il passé pour que l'on puisse habiter sur une planète aussi propice à la vie? Question que l'on se pose, tous, bien sûr. Et comment ça se fait que sur Terre, on trouve plus que 3 ou 4 éléments chimiques? J'ai parlé de l'hydrogène, de l'hélium, du lithium, formés dans le Big Bang. Mais vous savez tous que sur Terre, il y a du carbone, du lithium, du soufre, de l'or, de l'argent, du phosphore, du potassium, de l'oxygène, bien sûr, de l'azote. Comment tout cela a pu se former? Et bien sûr, les collégiens et les lycéens connaissent bien ce tableau, le tableau périodique des éléments. Je vous laisse quelques minutes pour l'apprendre par cœur, et puis on continue. Moi, j'ai appris les 3 premières lignes par cœur. Je vais vous donner un moyen mémotechnique. Si vous lisez les caractères, les symboles des atomes, vous pouvez retenir HH, LIB, BC, NOFNE, NAMGAL, SIPSCLAR. C'est tout simple. Alors, vous reconnaissez les éléments principaux, bien sûr, le carbone, l'oxygène, l'azote, le fluor, par exemple, le néon, le chlore, le soufre, le phosphore, l'aluminium, le silicium. Tout ça, ça vous parle. Et nous sommes constitués de ces éléments chimiques nous-mêmes. D'où sont-ils venus? Eh bien, ils sont venus des étoiles. Une étoile... Ah, c'est le vent qui fait bouger l'écran. Je croyais que tout d'un coup, il y avait une animation que je n'avais pas prévue. D'accord. Alors, on ne sait jamais, des fois, avec la technique, on peut avoir des surprises, mais à ce point...
Alors comment se forme et comment évolue une étoile? Je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agit d'un nuage de gaz qui s'effondre. Donc à l'origine on n'avait que de l'hydrogène et de l'hélium, mais c'est suffisant. Je me souviens de mon professeur d'astrophysique à l'université de Montpellier, Henri Reboul, pour ceux qui le connaissent, nous expliquait, si vous voulez fabriquer une étoile, eh bien vous achetez tant de milliards de tonnes d'hydrogène, un petit peu moins d'hélium, mais quelques milliards de tonnes, et ensuite vous les mettez ensemble. Bon, il nous a expliqué quelques trucs liés à la gravité. Alors moi j'avais dit, et si on veut faire une géante rouge? Il m'a dit, oui, on peut aussi, mais le kit coûte plus cher. Alors, en fait, c'est tout simplement l'hydrogène et l'hélium, les constituants principaux des étoiles. Mais une étoile évolue. Alors certaines étoiles, qui ne sont pas très massives, qui ressemblent au Soleil, en vieillissant, après un âge de 10 milliards d'années, on pense que le Soleil il est au milieu de sa vie, il y en a encore pour 5 milliards d'années, eh bien, ça devient des étoiles géantes rouges, et à un moment donné, il y a rupture entre la force de pression la force de pression à l'intérieur de l'étoile qui tendrait à la faire se dilater, elle est compensée par la force de gravité qui tend à faire se contracter l'étoile. Et au bout d'un moment, l'étoile ne peut plus conserver ses couches extérieures, la pression de rayonnement à l'intérieur de l'étoile l'emporte et éjecte les couches périphériques gazeuses. Et ce soir, vous aurez l'occasion de voir des étoiles mortes, c'est-à-dire vous verrez la nébulosité contenant le gaz de l'étoile qui était là à l'époque, qui correspond aux couches supérieures de l'étoile. Et il reste un résidu au centre que par contre on ne verra pas avec les télescopes, qui est beaucoup moins lumineux. Le cœur de l'étoile, lui, s'est contracté en formant une étoile très dense qu'on appelle une naine blanche. Mais tout ça, c'est du gaz qui a été éjecté dans l'espace et qui va enrichir le milieu interstellaire. Et pendant ce processus, l'étoile a fabriqué des éléments chimiques du tableau périodique de Mendeleïev qui vont pouvoir être recyclés, utilisés par des étoiles de nouvelle génération qui formeront aussi un disque avec des planètes contenant ces éléments chimiques formés dans le cœur des étoiles mortes avant. D'autres étoiles vont être à leur naissance beaucoup plus massives, ce sont des géantes qui vont devenir super géantes lorsqu'elles seront prêtes à exploser. Là il y aura une réelle explosion qu'on appelle la supernova et il y aura encore plus d'éléments chimiques qui vont être fabriqués. Et ça va enrichir l'univers d'éléments chimiques plus lourds qui vont aussi permettre à des étoiles de naître et des systèmes et des planètes de se former avec ces nouveaux éléments chimiques créés par fusion, essentiellement fusion nucléaire d'éléments chimiques plus petits. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. On avait la nucléosynthèse primordiale, maintenant on a la nucléosynthèse stellaire. Et là je pense qu'il y en a beaucoup, je pense, qui connaissent le tableau périodique des éléments chimiques, le tableau de Mendeleïev, mais peut-être que vous ne l'avez encore jamais vu comme ça, avec des petites couleurs là, qui représentent qui nous parlent de comment ils ont été créés. L'hydrogène, l'hélium et une partie du lithium que l'on trouve dans l'univers viennent du Big Bang. Ça veut dire que nous sommes constitués de ces éléments chimiques qui ont 13,8 milliards d'années d'âge. Donc l'hydrogène et l'hélium qui nous constituent, qui constituent le monde matériel, l'hydrogène qui constitue les molécules d'eau, donc ça a été formé au moment du Big Bang. Ce que vous voyez par exemple en vert, c'est ce qui a été formé lorsque des étoiles peu massives arrivent en fin de vie, ce qui est le cas du Soleil par exemple, une étoile peu massive. Le Soleil transforme l'hydrogène en hélium pour briller, pour produire sa chaleur, sa lumière, mais là, dans ces milliards d'années, il fabriquera du carbone et d'autres éléments chimiques.
Alors je ne vais pas tous les passer, vous voyez qu'il y a les processus fusion d'étoiles à neutrons, des atomes très lourds ont été formés parce que des résidus d'étoiles supermassives qui ont explosé se sont rassemblés, donc il y a eu des réactions très énergétiques. Bon, hein, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais vous voyez que les 92 ou 94 éléments chimiques qui sont des éléments naturels ont été formés soit dans le Big Bang, soit au cours de l'évolution des vies des étoiles. Et ce qui est en marron, c'est ce qui a été seulement fabriqué expérimentalement dans des laboratoires et pour lesquels la durée de vie de l'élément chimique n'a été qu'une fraction de seconde. Là encore une illustration pour dire bien, que l'étoile, vous voyez là, elle a un gros nez, mais c'est pas grave, elle propulse de la matière, elle souffle par des vents, non seulement des atomes, mais aussi dans des zones plus froides, ce sont carrément des molécules, des assemblages d'atomes, et ça enrichit encore aussi le milieu interstellaire d'éléments chimiques. Alors, on revient à notre Soleil, tel que plusieurs d'entre vous l'ont vu cet après-midi. Ceux qui étaient là cet après-midi ont observé avec la même lunette que mon collègue Philippe Laurent, qui a pris cette photo, et moi-même qui ai pris celle-là. Donc nous avons utilisé la même. Je pense que Philippe, s'il est là, c'était aussi la lune que tu as utilisée. Alors, ce n'est pas les vraies couleurs, c'est la couleur, à la base, c'est un peu orange quand on observe à l'œil, parce que c'est la lumière émise par l'hydrogène, c'est la raie H-alpha. Et par contre, la photo nous fait des trucs bizarres. Bon, ça change un peu la coloration, c'est un peu rosé. Alors le Soleil, on voit qu'il est très actif, il y a des éruptions qu'on appelle les protubérances. Donc il a un cœur à 15 millions de degrés où se produise la fusion nucléaire. Il se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre et c'est suffisant pour qu'il nous chauffe et nous éclaire comme il le fait et comme vous l'avez constaté. Voilà une petite coupe pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur du Soleil. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai l'impression d'être un peu long. Et il y a encore quelques diapos à voir. Je tiens quand même à vous commenter cette diapo en détail parce que ça correspond à ce que vous pouvez voir ce soir. Différents types de nébuleuses, les nébuleuses diffuses qu'on appelle aussi nébuleuses à émission, qui sont des masses de gaz avant la formation de l'étoile. C'est au cœur de ces nuages que se forment les étoiles, même si certaines ont pu être enrichies par les éléments chimiques venant d'autres étoiles mortes avant. Et puis il y a les nébuleuses planétaires. Donc M27, M57, donc c'est leur numéro dans le catalogue de Messier. Nébuleuse de la Lyre, ici, pardon, nébuleuse de l'Alter ou du Sablier. Ce sont des restes d'étoiles, un peu comme le Soleil, arrivé en fin de vie, et on voit le gaz éjecté par l'étoile sur une grande distance. Il y a aussi des vestiges de supernovas, comme les dentelles du Cygne ou la nébuleuse du Crabe ici, que l'on ne verra pas ce soir. Étoiles très massives, mortes de manière violente. Alors je passe ça. Je voulais vous dire que aussi, dans notre système solaire, il y a eu la matière, donc c'est une nébuleuse contenant du gaz, des éléments chimiques, des graines de poussière. Et il y a aussi les comètes qui se sont formées, pas seulement l'étoile, le soleil et les planètes, mais il y a aussi des astéroïdes et des comètes. Et ces comètes on pense que c'est possible qu'une grande partie du moins de l'eau qui se trouve sur Terre dans les océans vienne des comètes qui, bien sûr, viennent de très loin dans le système solaire. Et elles se sont formées avec, bien sûr, des couches de glace, en plus d'éléments organiques. La Lune, alors vous verrez pourquoi je vous mentionne un peu tout ça. C'est assez exceptionnel qu'une planète comme la Terre se retrouve avec une Lune comme la Lune. La Lune, elle fait à peine un quart du diamètre de la Terre. C'est rare, on ne voit pas d'autres planètes du système solaire qui ont une Lune qui soit aussi grosse par rapport à la planète autour de laquelle elle tourne. On pense que la Lune s'est formée par une planète de la taille de Mars, donc la moitié de la taille de la Terre, qui est entrée en collision avec la Terre
Et heureusement qu'il n'y avait personne pour le voir, parce que ça a dû être assez violent. Des débris ont été éjectés, qui ensuite se sont rassemblés sous l'effet de leur propre gravité. Et donc cette planète a complètement disparu. La Terre, ça l'a un peu bouleversé, mais il y a aussi une partie de la matière, des débris de la Terre et des débris de cette planète, donc ça a formé la Lune. Et on s'est rendu compte que les roches lunaires étaient de même nature que les roches terrestres, les échantillons ramenés par les astronautes des missions Apollo, donc ont permis de vérifier cela. Ensuite, que s'est-il passé? Alors, quand est apparue la vie sur Terre? Là, donc, on a notre planète, la Terre, qui était très chaude, qui était faite de matière en fusion assez molle, il y avait énormément de volcanisme, on ne pouvait pas y vivre, son atmosphère était complètement différente, il y a eu des réactions chimiques qui se sont produites jusqu'à former des molécules complexes, et il y a eu des bactéries qui sont apparues, mais on ne sait pas vraiment comment, les cyanobactéries, des bactéries assez primitives, déjà dans les océans. Vous voyez ici, on nous dit, on pense qu'il y a 3 milliards, et demi d'années, il faisait à peu près maximum 90 degrés au maximum sur Terre. Bon, si on se plaint maintenant, à cette époque-là, c'était encore pire. La Terre telle qu'elle est aujourd'hui. On sait que ça a beaucoup changé. Elle est propice à la vie et à la vie évoluée, la vie des animaux, la vie des êtres humains. Alors qu'à un moment donné, il n'y avait que des organismes extrêmement simples, comme les cyanobactéries, il y a aujourd'hui des êtres humains formés de 10 000 à 60 000 milliards de cellules, je pense à peu près, un corps humain. On est vraiment passé à des organismes beaucoup plus complets. Et il s'agit aussi d'individus qui sont capables de faire des conférences d'astronomie et de venir assister à des conférences d'astronomie, des individus capables de réfléchir, dotés d'intelligence, d'émotion. Comment tout cela est-il apparu? Et quand je vous parlais de mystère, pour moi c'est le plus grand des mystères par rapport à la science, de se dire nous sommes là pour parler de ces choses, mais nous n'arrivons toujours pas à comprendre comment la vie complexe telle qu'on la connaît est apparue. J'ai pu vous parler de la matière, comment elle s'est rassemblée un peu pour former des étoiles, des galaxies. On peut comprendre comment nos corps humains peuvent être formés de ces éléments chimiques, d'où on peut comprendre qu'ils sont venus des étoiles, ces éléments chimiques. Mais qu'est-ce que le mystère de la vie? Alors on s'est intéressé à rechercher la vie partout où on savait qu'on pouvait se promener, à commencer par la Lune. Et oui, on pensait à l'époque qu'il y avait des sélénites qui habitaient sur la Lune. On pensait que les taches sombres que vous voyez là, étaient réellement des mers. On les appelle toujours des mers et des océans. Ce sont en fait des taches sombres où il y a eu des coulées de lave il y a très longtemps. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas d'eau. C'est un astre mort, la Lune. On y est allé, on n'a rien trouvé. Donc il n'y a pas de vie sur la Lune, il n'y a pas de sélénites. La planète Mars. Alors là, combien on dit qu'il devait exister des Martiens, combien de films de science-fiction nous parlant de Martiens qui attaquent la Terre, de petits hommes verts. Alors, y a-t-il de la vie sur Mars? On n'en a pas trouvé. Y en a-t-il eu dans le passé? On n'en sait rien, on n'en a pas trouvé. On connaît assez bien Mars. Il y a eu une époque où certains, à cause des jeux d'ombre et de lumière, pensaient qu'il y avait des pyramides qui avaient été construites sur Mars. Bon, on sait très bien que c'est pas vrai. On a observé bien en détail, avec des télescopes puissants en orbite autour de Mars. On a fait une cartographie de la planète et on n'a jamais rien vu pouvant être une construction d'êtres intelligents.
Il y a eu beaucoup de robots, Séjourneur, Spirit, Opportunity, Curiosity, qui est encore sur Mars, et maintenant Perseverance, qui est un robot extrêmement perfectionné. Vous pouvez l'acheter en Lego Technics aussi. Je n'ai pas d'action chez Lego, mais j'y pensais moi aussi à l'occasion. Mais c'est quand même, oui, c'est à peu près aussi grand qu'une voiture, et c'est très bien équipé. C'est une station de recherche autonome capable d'analyser les constituants du sol en tirant au laser sur les roches pour faire créer des nuages de poussière et de faire de la spectroscopie pour analyser justement de quoi sont constituées les roches martiennes, capables de faire quelques trous aussi, et probablement aussi de déposer des échantillons qu'on espère aller chercher plus tard pour les analyser sur Terre. Donc on s'intéresse à ce qui a pu se passer sur Mars, parce que on a des traces, l'aspect géologique de la planète nous montre qu'il a dû y avoir de grandes quantités d'eau liquide à une certaine époque sur Mars. Vous voyez le petit hélicoptère ici qui s'appelle Séjourneur? Non. Non, il a un autre nom, je ne me rappelle plus le nom du petit hélicoptère. Il a volé un petit peu là, sur Mars. Alors c'est un prototype, hein. On pense en envoyer un du même genre, mais plus perfectionné sur Titan. On a voilà une photo prise par le robot Persévérance sur Mars. Très beau paysage. Ensuite, les missions prévues. Il y a JUICE en route vers Jupiter qui devrait arriver, je crois, vers 2031. Donc, marquez-le sur vos agendas. Elle est partie l'année dernière. La mission, si vous l'acceptez, c'est d'étudier les lunes de Jupiter, parce que certaines, en particulier Europe, contiennent de l'eau, et on se demande s'il n'y aurait pas pu y avoir des traces de vie aussi. Enfin, on est quand même dans un lieu où la température est dans les moins 140, moins 150 degrés. Et sur Saturne, le fameux satellite Titan nous intéresse aussi. On l'a déjà exploré avec la fameuse mission Cassini que vous voyez représentée ici, qui a pris une mosaïque de photos là, qui nous permet de reconstituer l'aspect de cette lune de Saturne que vous verrez probablement ce soir au télescope. Hein. On voit Saturne et on voit toujours Titan autour de Saturne la plupart du temps, si elle n'est pas derrière la planète, bien sûr. Donc un robot, Huygens, s'est détaché de la sonde Cassini et s'est posé sur le sol de Titan. Donc là, vous voyez la photo de ce qui semble être un lit de rivière asséché à environ 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. C'est déjà pas mal. Et vous remarquez que j'ai mis le copyright de l'ESA. Donc ça, c'est intéressant. On parle souvent de la NASA et on a tendance à oublier que l'Agence spatiale européenne collabore aussi avec la NASA, et certains modules, certaines sondes spatiales sont des sondes européennes et non américaines. La mission Dragonfly, avec ça c'est la NASA. Alors Dragonfly, c'est pas un dragon volant, ça signifie une libellule en anglais. Et le but de cette mission, c'est d'explorer Titan, voir s'il y a des traces de vie. Alors, il ne faut pas penser que c'est perdu. Si on ne trouve pas de traces de vie sur Titan, c'est pas grave. Personnellement, je ne pense pas qu'on en trouve, mais c'est un avis personnel. Mais ça nous permettra au moins de comprendre mieux ce qui se passe et comment se sont formés ces objets. Et ça sera toujours certainement des résultats passionnants. Donc voilà la petite libellule robot en train de voler sur Titan. C'est bien sûr une photo, c'est pas une photo, je veux dire, c'est une reconstitution. Alors il me reste rapidement à parler aussi des exoplanètes. Qu'est-ce que sont les exoplanètes? Bien, ce sont des planètes tournant autour d'autres étoiles que le Soleil. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour se rendre compte qu'il existait vraiment des planètes autres que les 8 que l'on connaît. Bon, à l'époque, on avait aussi Pluton parmi les planètes. On disait il n'y a que 9 planètes, il y a des comètes, il y a des astéroïdes, et puis on voit des étoiles dans le ciel et on ne voit pas des planètes. Et puis on a découvert des planètes autour d'étoiles, mais d'étoiles mortes, d'étoiles
qui n'étaient pas des étoiles en train de briller comme notre Soleil. Il a fallu attendre 1995 pour ça, grâce donc à la découverte déjà le 6 octobre 1995 de Didier Queloz et Michel Mayor, de l'Observatoire de Genève, et qui utilisait l'Observatoire de Haute-Provence, le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence, et qui ont trouvé autour de l'étoile 51 Pégasi une planète. Vous voyez ici le Grand Carré, la constellation de Pégase, Andromède est ici, et autour de cette petite étoile insignifiante, ils ont découvert qu'il y avait une planète en orbite autour. Alors Kepler est un télescope spatial qui a permis la découverte d'un grand nombre de planètes par la fameuse méthode des éclipses. Regardez cette animation, cette fois je suis content, la vidéo elle s'est bien insérée. Vous voyez que l'éclat de l'étoile diminue forcément parce que la planète passe devant et l'obscurcit en partie. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte que c'est une des méthodes possibles pour détecter une exoplanète. À ce jour, c'était au 25 juillet 2024, on en avait détecté plus de 5700 dans des 4285 systèmes planétaires. C'est passionnant. En 1995, on avait découvert que la première, et aujourd'hui, on s'approche des 6000. Alors on se rend compte que la planète qui tourne autour d'une étoile, c'est commun, apparemment, dans l'univers. Ça, c'est déjà quelque chose. Alors, tout le monde se passionne pour ce sujet dans les communautés d'astronomes et scientifiques parce qu'on se dit, eh bien, peut-être il y a une planète qui ressemble à la Terre. Il n'y en a pas dans notre système solaire, mais peut-être voilà, qu'il y en a ailleurs. Alors, on fait une liste de planètes potentiellement habitables. Vous voyez les tailles des planètes comparées à la Terre ici, à Jupiter, à Neptune, à Mars. Alors, c'est peut-être optimiste de dire une planète habitable, parce que quand la planète est si loin, on arrive juste un peu à étudier son atmosphère, sa masse, là où elle se situe, mais de là à savoir si on va arriver et trouver une belle planète avec des forêts, des mers, des montagnes, là c'est une autre histoire. Et puis surtout comment on fait pour y aller. On n'est pas capable déjà à l'heure actuelle d'aller sur Mars. Comment vous voulez imaginer aller sur une planète aussi éloignée, qui ne se situe plus à des milliers, des millions de kilomètres, mais à des dizaines de milliers, de milliards de kilomètres. Bon. Alors je vais un peu vite pour dire qu'il y a le programme Origine, c'est un programme français piloté par le CNRS, qui a pour but justement d'essayer de voir s'il peut exister des planètes où la vie aurait pu apparaître, et pour cela il faut essayer de mieux comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Alors je reviens à cette diapo que j'ai montrée tout à l'heure pour dire que les questions demeurent. Les lois de la nature, les constantes fondamentales de l'univers, les conditions initiales auraient pu être complètement différentes et l'univers n'existerait pas et il n'y aurait rien dans l'univers. Ensuite, on se rend compte que pour que la vie apparaisse, il faut les bonnes conditions. Je vais directement à cette diapo. Je ne sais pas si Didier m'entend. Un ami du club avec qui on a souvent ce genre de discussion. Et ce n'est pas pour le mentionner lui seulement, mais certains scientifiques, et quand on discute avec un peu tout le monde, la question de la vie dans l'univers. Beaucoup pensent que la vie pullule, qu'elle est très abondante. Moi, personnellement, j'ai un problème avec ça. Parce que c'est vrai qu'il y a environ 10 puissance 23 étoiles dans l'univers observables. On va dire, ça correspond à peu près à 100 milliards d'étoiles dans chacune des 1000 milliards de galaxies. Ou on peut dire 1000 milliards d'étoiles dans 100 milliards de galaxies. Vous voyez, c'est une estimation. Alors, on voulait dire, il y a tellement de planètes, forcément, puisqu'il y a tellement d'étoiles, qu'il doit y avoir beaucoup de planètes où il y a la vie. Mais, avant d'avoir la vie, déjà, il faut se dire, les conditions propices à l'apparition de la vie ne signifient pas qu'il y ait la vie. Vous pouvez construire une maison, la faire très luxueuse, mettre une magnifique télé, un lit très confortable. C'est pas parce que la maison est magnifique qu'il y a des gens qui y habitent. Bon, au bout d'un moment, il risque d'avoir des squatteurs, mais ça c'est une autre histoire.
Alors, il faut penser déjà que la planète doit être dans le bon type de galaxie. Il y a certaines galaxies qui ne sont pas propices à former des étoiles comme le Soleil ou surtout des planètes comme la Terre. Il faut qu'on se trouve dans la bonne région de la galaxie, parce que si on est au milieu des bras spiraux, dans une galaxie spirale, eh bien, il y a trop d'ondes et de rayonnements qui rendraient la vie impossible. Il faut être autour du bon type d'étoile. Une étoile qui ne vivrait que quelques millions d'années, supermassive, ne permettrait pas à la vie d'émerger de la manière dont on pense qu'elle a émergé sur Terre. Il faut être dans la zone habitable du système planétaire. Trop loin de l'étoile, il fait trop froid, trop près, il fait trop chaud. Il faut que la planète ait un axe de rotation stabilisé, par exemple comme la nôtre de planète, avec une lune suffisamment grande pour rendre cette stabilisation possible. Pour avoir les saisons qui permettent aussi de survivre, même si parfois on a un peu chaud en été et froid en hiver. Ça pourrait être pire. Il faut aussi que la planète qu'il y ait une planète comme Jupiter au bon endroit, parce qu'elle nous protège des chutes de comètes qui auraient pu tomber ou qui pourraient encore tomber sur Terre. Alors, j'ai mis etc., parce que si je vous avais donné la liste complète, eh bien, on aurait eu le temps d'attendre le lever de la nébuleuse d'Orion à 5 heures du matin, et peut-être que certains veulent rentrer chez eux plus tôt. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais toi tu penses à la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Mais il pourrait y avoir la vie qui ait besoin de conditions différentes, et il pourrait y avoir une créature qu'on appelle le Horta, qui vivrait dans des mines, et qui un jour a été rencontrée par l'équipage de l'Enterprise de Star Trek. Donc ceux qui connaissent un peu Star Trek, la série originale, ils rencontrent une créature faite de silice, dont voici les œufs. Alors ils se disent, mais c'est quoi ces modules de silice? Et bien, ils se sont rendus compte que c'était les œufs d'une créature faite de silice. Et d'ailleurs, quand elle a été blessée, le docteur McCoy l'a soignée en lui mettant du plâtre pour... bon. Alors, je vous dirais oui, on peut penser à ça, mais est-ce que tout ce qu'on peut imaginer signifie que c'est forcément vrai? Je pense qu'il y a un fossé entre tout ce qui est possible et ce qui existe réellement. Alors comment se fait-il que la vie existe sur au moins une planète, la Terre? On est là pour en parler, mais on parle aussi de réglage fin des paramètres de l'univers. C'est quand même un mystère que l'on soit ici pour parler de ça, sachant que notre univers, il avait toutes les chances de ne pas être propice à l'apparition de la vie. Il aurait fallu que certaines constantes de la physique, par exemple, la constante de Planck, la constante de Hubble, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Si vous n'êtes pas scientifique, ça peut vous sembler une langue étrangère, mais pour vous donner un exemple, si la gravité était plus forte que ce qu'elle est, l'univers aurait pu s'effondrer avant de donner naissance aux étoiles, parce que la gravité l'aurait emporté sur tout, et les choses n'auraient pas pu se développer comme il faut, pour donner un exemple. Alors comment résoudre ce problème? Bien, au niveau scientifique, il y en a qui proposent des alternatives, comme la théorie des multivers. Mais il faudrait imaginer qu'au moment de sa création, l'univers aurait donné naissance à un très grand nombre d'univers, et que par effet de hasard, de statistiques, il y aurait bien eu un univers où la vie aurait été possible parce que les lois, les paramètres, les valeurs des constantes auraient été les bonnes. Alors il y a des théories mathématiques, mais aucune preuve. Donc encore une fois, ça reste pour nous mystérieux. Est-ce qu'on aura un jour la réponse au niveau scientifique, ou est-ce que la réponse viendra d'ailleurs? Je ne peux pas vous en dire plus. Voici ma conclusion. Ce sont plutôt, je dirais, plus une opinion personnelle, maintenant, que je vous transmets. Faut-il accepter les théories donc sur les multivers, ou croire que quelqu'un a donné à l'univers les moyens pour former la vie? Comme l'a dit Gilles tout à l'heure, moi je suis plutôt pour la deuxième solution. Comment envisager l'apparition de la vie sur une autre planète, sachant que l'on ne sait pas comment elle est apparue sur Terre? Oui,
On sait de quoi est constituée une cellule. Oui, on a compris plein de choses, comment les briques fondamentales ont pu se former, mais comment est-ce qu'on est passé du non-vivant au vivant à un moment donné? Ça, on ne sait pas l'expliquer. On peut se dire, si la vie s'est développée sur Terre, elle a pu ou pourra apparaître ailleurs si les mêmes conditions s'y trouvent. Mais quelles sont les probabilités que ces conditions s'y rencontrent? Et qu'est-ce qui fait que la vie puisse apparaître? Alors pour moi, s'il y a de la vie ailleurs, je dirais pourquoi pas. Mais personnellement, je ne pense pas que ça puisse pulluler comme on voit dans Star Trek ou dans Cosmos 1999. À chaque fois qu'ils arrivent sur une autre planète, il y a toujours une forme de vie plus ou moins évoluée, plus ou moins accueillante. La vie n'est-elle que le résultat d'un processus physique et chimique, ou est-ce un miracle spontané ou évolutif? Qu'est-ce que je veux dire? Un miracle spontané, paf, la vie apparaît d'un coup, par miracle. Évolutif, eh bien je dirais que ça veut dire que l'univers, on aurait donné à l'univers à un moment donné tout ce qu'il faut avec une certaine intelligence et une conscience qui pourrait déjà être là pour arriver à surgir à un moment donné et se retrouver dans des corps physiques formés d'éléments chimiques que nous sommes. Et la conscience, donc, vient-elle de la matière? Donc finalement, le fameux débat qui dure depuis des siècles sur les mystères de la vie, je pense qu'il est loin d'être terminé. Et je pense que, je vérifie, oui, c'était ma dernière diapo. Alors, je suis désolé d'avoir été un peu long. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous allez pouvoir rester encore quelques temps parmi nous pour observer autour des télescopes.